Merci à tous pour votre présence. C'est un honneur pour moi d'ouvrir ce webinaire sur les stratégies de partage de spectre pour un accès abordable dans les zones rurales. Je vous souhaite la bienvenue, vous participants et panélistes, au nom de tous les partenaires et organisateurs tels que la CEA, les ISOC, Mozilla, NPC, Meetup et autres partenaires. Comme vous le savez, c'est indiscutable que pour établir un système efficace de TIC et des services relatifs à cela en Afrique, l'établir est donc une condition nécessaire pour atteindre l'agenda 63 et les ODD en général, ainsi que tous les programmes de développement internationaux. Et une grande partie des résultats à atteindre à ce niveau-là, spécialement en Afrique, vont dépendre de l'allocation du spectre. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous fournir ou de brosser un tableau sur ce que nous attendons sur cette discussion sur le spectre. L'approche adoptée historiquement sur la gestion du spectre en Afrique, mais aussi dans le monde, s'est toujours concentrée sur l'aspect perspective, c'est-à-dire que ce sont les autorités de réglementation qui ont décidé qui doit utiliser le spectre, à quelle fréquence vous devez transmettre, et cette approche contrôlée a fonctionné très bien pour l'allocation d'un spectre pour un utilisateur particulier sans interférence excessive. Cela permet aussi d'avoir une allocation de spectre prévisible et stable. Cependant, cela ne permet pas d'atteindre tous les objectifs des gestionnaires de spectre, c'est-à-dire optimiser la valeur économique que nous voulons tirer de cette allocation de spectre. Donc, c'est lorsque l'offre du spectre est au-delà de la demande, et il n'y a pas de problème. Mais lorsque, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, lorsque la demande dépasse l'offre de spectre, cela ne peut pas très bien fonctionner. Donc, aujourd'hui, nous en sommes au moment où les utilisateurs des services de spectre sont en croissance forte. C'est pourquoi les économistes aujourd'hui nous disent que ce sont des mécanismes de marché qui doivent s'appliquer à l'allocation de spectre, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'était pas facile de prévoir la valeur de chaque service pour lui allouer un spectre. Donc, de mon point de vue, il est intéressant de réfléchir sur une approche alternative en prenant en considération l'évolution du marché et les avancements des technologies. Tout récemment, vous avez vu qu'il y a plusieurs actions qui ont été prises par les autorités de réglementation par rapport à l'allocation de spectre pour répondre à cette demande supplémentaire qui vient de la pandémie de Covid-19. Et ces solutions ont soulagé un petit peu les réseaux en général, mais il faut le dire, dans les zones rurales, les services ne sont pas au niveau attendu et l'accès au réseau n'est pas satisfaisant. C'est pourquoi nous devons réfléchir aux innovations aujourd'hui et aux réglementations qui ont le potentiel d'améliorer cet accès abordable pour les zones rurales grâce à des stratégies de partage de spectre. Nous avons aujourd'hui des intervenants prestigieux et un modérateur que vous connaissez très bien pour discuter les mécanismes pour gérer le spectre et le rendre disponible. Et je suis certain que tous, vous allez beaucoup apprécier cette session. Et avec ces quelques mots, permettez-moi de vous remercier de votre attention et vous souhaiter la bienvenue à cette session. C'est à vous, modérateur. Je suis Steve Song et je travaille auprès de la Fondation Mozilla et je travaille aussi avec l'Association pour le progrès de la communication sur les questions de politique. La pandémie nous a appris plusieurs leçons.
on a pu voir l'importance d'un accès abordable et l'importance que cet accès soit inclusif. Et cela nous montre aussi la valeur que nous devons accorder à notre temps, la prolifération d'opportunités pour discuter en ligne, participer à des webinars sont maintenant habituels. Cela nous montre aussi l'importance d'allouer notre temps de façon adéquate pour nous-mêmes et en gardant cela à l'esprit, nous espérons que ces 90 minutes vous seront précieuses. Nous avons aujourd'hui des panélistes de valeur pour discuter les questions de gestion de spectre. Nous avons 2 chercheurs, 2 membres d'autorité de règlement. Et ce dont nous voulons parler aujourd'hui, lorsque la demande dépasse l'offre de spectre et qu'il y a, même dans les zones rurales, des demandes qui ne trouvent pas réponse, il y a un défi pour rendre l'accès plus inclusif. Avec cela, en reconnaissant aussi la valeur des options de mettre à disposition des spectres, mais aussi en reconnaissant qu'il y a aussi d'autres solutions complémentaires pour rendre possible l'accès, nous allons discuter des stratégies pour mettre à disposition de manière abordable des spectres. Nous avons Dr Svane Mbamba qui va intervenir en premier du Conseil de recherche scientifique et industrielle de l'Afrique du Sud, le CICR, qui est impliqué dans l'élaboration de la réglementation en 2019 de la réglementation en Afrique du Sud et il a beaucoup discuté avec les auteurs de réglementation de tutelle. Il va nous dire comment on peut de façon efficace intégrer dans les régimes de réglementation ces questions de disponibilité de spectre. Monsieur Sibani, nous serons heureux de vous entendre. C'est à vous. Merci, Steve, pour cette invitation. Bonjour à tous. Il fait un peu froid aujourd'hui en Afrique du Sud et nous sommes un peu couverts comme vous le voyez. Mes diapositives ne sont pas encore projetées. Puis-je demander de les projeter? Est-ce qu'on peut voir les diapositives? Est-ce que tout le monde les voit? C'est peut-être de mon côté que ces diapositives ont l'air un peu lentes. Donc, ce que je vais vous présenter ici, et vous pouvez le voir à partir de la 3e diapositive, où nous abordons, où nous montrons l'aperçu de la présentation elle-même. Je voudrais ici vous montrer le public que nous avons en Afrique du Sud. Si vous arrivez à Cap ou à Johannesburg, et si vous ne sortez pas de là, vous allez vous dire qu'il n'y a pas de zone rurale en Afrique du Sud. Mais la carte que vous voyez ici, c'est diapositive 3, montre vous pouvez voir que les campagnes sont très étendues. 90% de la population vit sur 10% de la géographie terrestre de l'Afrique du Sud. La densité est très élevée parfois, mais en zone rurale, il y a peu de population par rapport aux zones métropolitaines. Sur la côte, tout spécialement sur la côte est,
Vous avez des zones rurales densément peuplées, effectivement. Le reste, ce que vous voyez en sombre, sont très peu peuplées. Il y a beaucoup d'animaux. Il y a des zones très arides. Donc, on peut dire, il y a deux sortes de zones rurales, des zones densément peuplées et d'autres où il y a peu de population. Puis-je passer à la suite, à la diapositive suivante? Cette diapositive montre, c'est la connectivité en téléphone portable, ce qui suit la densité des populations, mais on dit qu'elle suit la population, mais il suit surtout la densité des populations, pas nécessairement les populations. Si vous regardez cette carte, page 4, d'ailleurs ça fait partie d'un projet pour accompagner le gouvernement dans un projet, tout spécialement eu égard à l'éducation supérieure. Ce que vous voyez en point rouge représente les localités où les étudiants sont situés, qui sont aujourd'hui chez eux et qui n'ont pas une connectivité 4G ou 3G. Et ça regroupe les zones rurales densément peuplées, comme je l'ai montré. Et il y a donc une situation où il y a beaucoup de population dans ces zones rurales sans connexion 4G ou 3G. En jaune, ce sont les zones où vous pouvez avoir une 3G de disponible, mais pas de 4G. Et si vous revenez maintenant vers le centre, où vous avez des points bleus densément peuplés, c'est là où la 4G est largement disponible. Donc, les problèmes que nous avons se concentrent surtout dans les zones rurales, parce que dans les zones urbaines, la connectivité est excellente. Donc, passons à la diapositive 5. Nous allons plutôt sauter la diapositive 5 et passer à la 6 directement. Et la diapositive 6 nous montre les options d'autorisation de spectre qui existent. Et la stratégie de notre organisation est de dire qu'il y a plusieurs manières d'autoriser le spectre, l'allocation de spectre. Ces différentes manières conditionnent les coûts. Est-ce un accès exclusif? Effectivement, il n'y a pas de risque d'interférence en tant que tel, mais le coût de déploiement étant très élevé, peu de personnes peuvent se le permettre. Et c'est là où les opérateurs de téléphone mobile opèrent en cherchant les populations dans les zones potentiellement plus peuplées. Et tout en bas, vous avez le partage en commun, Wi-Fi, Bluetooth, où il y a beaucoup d'interférences, mais avec des coûts peu élevés. Au milieu, c'est là où vous avez peut-être un bon compromis à trouver entre le coût et les questions d'interférence. En 2011, nous avons conclu un accord avec le régulateur ICASA pour réfléchir sur ces options qui se trouvent au milieu, en utilisant par exemple les ondes radio ou d'autres possibilités, en utilisant les bases de données temporaires telles que la GLSD. À partir de là, ce que nous avons fait, c'est de faire quelques essais. En 2017, il y a une question clé qui s'est posée en 2017 et que je vais vous montrer dans la diapositive 7. En 2017, après que ce processus assez long se conclut, le régulateur a publié ce document de position, ou ce document qui a été publié
a trait au cadre d'opportunités pour la gestion dynamique de spectre. Donc, gestion dynamique et opportuniste du spectre. Ce cadre souligne plusieurs les éléments clés sur la position des autorités de régulation. Le concept de la dynamisme s'applique sur tout le spectre de la fréquence dont ils ont la charge en termes de réglementation. Il a identifié aussi que les fréquences pour la télévision sont les premières sur lesquelles s'appliquer. Les espaces blancs de la télévision, comme je l'ai indiqué ici, sont les premières zones de fréquence qui vont être gérées de cette manière dynamique. Et nous avons ici un calendrier, un chronogramme. Nous avons parlé de 2016, mais c'est plutôt 2012 que nous avons commencé, avec un accord interne avec le CICR a eu un premier accord pour conduire un premier essai. Le processus a été un peu lent. C'est simplement en 2017 où le document de prise de position a été publié et les documents de réglementation ont été publiés en 2018. Donc, ce processus a été un peu lent, comme je l'ai dit, puisque c'est qu'en 2020 que il y a eu des autorisations d'utilisation commerciale qui ont été faites pour la riposte au Covid-19. J'espère que l'opérationnalisation commerciale de ce soutien se fera dans cette année, et que ce sera totalement déployé, que les services seront totalement déployés cette année et que nous pourrons alors travailler pour couvrir toutes ces zones rurales qui nous préoccupent. Donc, vous avez ici le chronogramme que nous avons dessiné. Ce que je voudrais aussi souligner très rapidement, c'est que l'autorité de réglementation a publié son document de réglementation en 2018 et permet donc l'existence de plusieurs écosystèmes qui n'existent pas toujours dans d'autres pays. À la diapositive 10, vous pouvez voir que d'autres zones ont été couvertes grâce à ce document, à cette nouvelle réglementation. Je l'ai dit, le document de politique a été publié en 2018 et cette réglementation établit que l'autorité de réglementation devrait avoir une base de données géolocalisée des spectres et ainsi que de référence et une autre de secondaire qui peuvent être utilisées par les acteurs du secteur privé. En 2019, l'autorité de réglementation ECASA donc a lancé ou amorcé cette base de données et le processus va bientôt se lancer. Mais dans l'accompagnement à l'industrie, la base de données secondaire a été lancée aussi rapidement. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Ce que je voudrais ici mettre en lumière, si vous voulez bien passer à la diapositive 12, c'est que la base de données GLSD que nous avons élaborée, tout spécialement la base de données secondaire, nous permet aussi d'accompagner d'autres pays qui veulent utiliser le même type de mécanismes tels que le Botswana, Chypre, Éthiopie, Ghana, Tanzanie ou le Royaume-Uni, c'est-à-dire en mettant en lien grâce au cloud les systèmes de base de données géolocalisés du spectre. Il y a cette possibilité au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, je dois le dire, le calcul qui est fait est très différent parce que la réglementation
diffèrent aussi, mais avec d'autres pays, il y a des similarités en termes de calcul pour cette base de données. La diapositive suivante nous montre qu'en termes de mettre en application cette utilisation des espaces blancs de la télévision, c'est que nous avons dû publier un plan d'action qui doit être publié d'ailleurs par le ministre. Le ministère doit approuver la réglementation qui est faite par l'autorité de la réglementation et en 2018, ce document a dû être mis à jour pour l'utilisation de ces spectres. Et c'est l'article 34 qui permet l'utilisation des espaces blancs de la télévision pour la location primaire. Ce sont des espaces qui sont utilisés pour le broadcast, pour la diffusion. Et c'est très important. Nous avons aussi, en termes de plan pour la radiofréquence et l'utilisation de ce spectre, pour d'autres choses que le broadcast, cela ne peut être permis pour l'instant. Dernière diapositive. Ce que je voudrais vérifier avec vous, l'allocation dynamique du spectre a été possible en Afrique du Sud. Pour RF, mais en fait, c'est plutôt les espaces blancs de la télévision qui ont été les premiers. Qu'est-ce que nous prévoyons? Aujourd'hui, nous penchons le modèle de partage du spectre par les tiers ou multiniveau. Nous espérons avoir un pilote rapidement, tout spécialement pour ces zones rurales densément peuplées. Ce sont les zones que nous avons ciblées. Les opérateurs ont des spectres disponibles et nous essayerons d'utiliser ce spectre grâce à ce modèle. Un deuxième projet que nous avons, que nous sommes en train de prendre en considération, c'est une bande de 6 GHz sans licence, y compris l'accès, des points d'accès avec une alimentation standard. Nous essayons d'apprendre aussi, tirer des leçons de cela, comme ce que nous avons appris, l'utilisation du spectre de la télévision. Ce sera effectivement un apprentissage intéressant pour tous. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer à la suite. C'est Léonard Mabélé, qui est un chercheur Le Kenya a également une très longue histoire dans le développement de cet espace. Mowingo, qui est également partenaire dans les autres essais. Je pense que ça a été lancé presque au même moment qu'en Afrique du Sud. Donc, on va écouter les contributions et où cela se situe. Merci, merci beaucoup Steve. J'espère que vous m'entendez très bien. Bonjour à tous. Eh bien, je suis maintenant dans la République tchèque. Je n'ai pas pu retourner au pays en raison des arrêts de vol. Donc, je suis dans la République tchèque depuis janvier. J'étais censé retourner en avril au Kenya, mais les circonstances ne l'ont pas permis. Je suis toujours en République tchèque. Je suis très contente de partager du développement du côté du Kenya par rapport à ce partage du spectrum. Comme le docteur l'a
Samantha l'a mentionné, c'est un peu similaire chez nous aussi. Je pense que je vais directement passer aux diapositives pour voir quel a été notre parcours et où nous nous situons en ce moment, ainsi que les perspectives à venir. Donc, ma présentation va avoir 5 parties. Je vais d'abord montrer les opportunités et l'historique et également les différents facteurs au Kenya. Ensuite, je vais montrer dans la deuxième partie, je vais vous présenter le parcours pour le Kenya. Ensuite, les expériences que nous avons effectuées avec les différents projets. Un projet notamment qui a été un projet phare. Ensuite, je vais mentionner la collaboration avec les universités et les autres parties prenantes. Et je vais conclure avec les limites, les premières étapes à suivre, ainsi que le potentiel par rapport à ce partage du spectrum. Si nous passons à notre diapositive, il s'agit ici donc d'un aperçu un peu général. Nous avons eu des analyses de données et des lacunes qui existent. Vous avez sûrement suivi le développement au Kenya. Le Kenya a une nouvelle constitution de 2010. Il y a eu plusieurs segments. Nous avons essayé d'avoir chaque comté à être intégré dans la transformation numérique. Il y a certains services donc, qui étaient desservis. Nous avons fait des analyses du manque ou des lacunes. C'était un travail remarquable parce qu'il y avait seulement un sous-comté qui avait une connexion très stable. Si nous voyons les services pourvus dans les différentes comtés, cela signifie que les comtés n'avaient pas suffisamment d'infrastructures pour de meilleures prestations auprès du monde rural. Il s'agit ici donc du contexte un peu qui nous a permis de voir sur la manière de transformer l'écosystème en vue de la transformation numérique au service de la population. Et en même temps, nous avons essayé de voir notre plan ambitieux avec une augmentation de l'accès à Internet. L'année dernière, nous avons discuté sur de nombreuses activités. Le pays donc, a revu un peu la feuille de route pour une économie numérique. Et tout cela combiné fait partie donc de l'évolution du pays, de la vision du Kenya 2030. Et l'écosystème est devenu beaucoup plus actif. Et en même temps, nous avons essayé de voir un peu les différents scénarios pour ne pas avoir trop de trafic. Mais il est clair qu'on allait avoir un service assez vaste. Et donc, le monde rural était très favorable. C'est ainsi que certains entrepreneurs ont commencé à travailler. Cela nous a emmené à avoir des opportunités pour les services de notre nature. Tout cela a évolué rapidement et on est passé aux différentes opportunités qui existent. Les communautés et les autorités concernées nous ont dit que tout n'était pas actif dans les différentes locations, notamment pour les diffusions TTT. Et certaines chaînes ont été activées pour la transmission sur chaque site. Nous avons essayé de travailler parce qu'on avait eu 28 chaînes avec plus de 8 MHz. Comme Steve l'a mentionné, Microsoft était l'entreprise qui était contactée et ils ont essayé de mettre en œuvre par rapport à ce qui a été fait au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et ces discussions ont été reprises plus tard. Et il n'était pas clair aux autorités comment ils allaient mettre en œuvre et comment les discussions pourraient avancer pour permettre une meilleure connectivité pour la population rurale en manque d'infrastructures. On a eu de nombreux défis.
parmi lesquels certains provenant de certains prestataires et qui voulaient s'appliquer dans un écosystème qui n'était pas assez mature. Ensuite, nous avons commencé à travailler donc avec les universités, l'université de Swarthmore, en partenariat avec d'autres universités comme l'université de Zambie, du Ghana, et nous sommes rassemblés avec les autorités de communication, notamment avec des départements de recherche. Et ces discussions ont pu donc avancer. Je peux y passer maintenant à ma troisième diapositive. Je ne suis pas sûr si vous pourriez tous voir. Cinquième diapositive. Celle-ci montre les travaux que nous avons accomplis avec les expériences qui ont été en cours. Cela a été dirigé par Microsoft Africa, Microsoft for Africa, et cela nous a vraiment aidé. Je suis contente que Martha soit avec nous parce qu'elle va pouvoir donc également compléter. Nous avons essayé de voir les différents espaces donc géographiques. Donc, nous avons essayé de voir l'écosystème en termes de connectivité et de couverture. Certains résultats ont montré qu'il n'y avait pas d'interférence avec les services existants. En ce qui concerne la couverture, nous avons pu voir que cela pouvait passer jusqu'à 4 km. Et si vous regardez donc la vitesse, c'est à presque 2,5. Et si on calcule donc par rapport au nombre de connectivités, ça valait le coup d'explorer pour pouvoir donner l'accès au monde rural. Notre diapositive, c'est la suivi des expériences que nous avons eues avec la collaboration des autorités concernées. Il s'agissait d'aligner nos initiatives avec les règlements qui existent et pour essayer de garantir la soutenabilité et également éviter les interférences. Il s'agit de la deuxième expérience que nous avons eue et je suis content de faire partie de cette initiative. Et c'est là où nous avons pu voir nos bases de données et connecter. Nous avons pu voir les choses en termes pratiques et nous avons vu que c'était une initiative qui était soutenable ou pérenne. L'autre expérience, il s'agissait de notre domaine et c'est Embu. Il s'agit de ce Donc, il s'agissait donc de prendre en compte les cadres juridico-légaux existants. Comme on n'a pas le temps, je dois avancer. Donc, quand on passe à l'autre diapositive, on peut voir donc le parcours du Kenya en ce qui concerne la TWS. Nous avons essayé d'adopter l'innovation et l'approche numérique pour pouvoir augmenter l'accès Internet.
Il s'agissait de la dernière expérience que nous avons effectuée à Mawingu. Nous avons également donc le soutien de Microsoft avec également les autorités de communication sur les sites. Et nous avons vu un peu quelles sont les meilleures installations. Et les résultats étaient impressionnants. À partir des discussions que nous avons avec le DFID, il fallait procéder à une expérience dans un environnement qui va avancer vers la mise en œuvre de cadres juridiques. Et ceci est dirigé par le DFID. Si nous passons à l'autre diapositive. L'autre diapositive montre ce que nous avons fait à Mawingu, mais le projet est beaucoup plus vaste. Il s'agit de procéder à des tests dans d'autres sites pour voir la disponibilité des chaînes. Donc, nous avons vérifié et testé les différents sites. Nous avons commencé à Mikosumu, ensuite on est passé à Kibé, et ces sites nous ont montré la disponibilité très intéressante avec un espace qui est très large. Cela, donc, c'était pour voir la disponibilité des sites pour l'utilisation et pour garantir à ce que nous ne faisons pas d'interférence avec les services déjà existants. Cela démontre un peu par rapport à ce qui a été dit, notamment la collaboration entre les universités et les autorités régulatoires. L'université Strathmore et l'autorité de communication du Kenya ont signé un protocole d'accord en janvier 2019 pour établir un cadre de collaboration. Dans ce protocole d'accord, nous avons essayé de voir l'existence et les différentes techniques de l'accès spectrum dynamique DCA, ainsi que les espaces existants. Nous avons essayé de voir également la radio et les différents logiciels, ainsi que les techniques radio, ainsi que la sécurité cyber. Il s'agit donc d'une communication ou des échanges avec les autorités de communication pour de meilleurs services. C'est un travail en cours sur le cadre qui est financé par le DFID, qui est le développement international pour le développement du Royaume-Uni. Et s'agissant des expériences du TVWS, et le Kenya prochainement va lancer un cadre juridique ou régulatoire pour l'utilisation des espaces TV. Et il s'agit ici donc d'inclure les différentes études qui ont été effectuées sur les différents sites que j'ai présentés. Et nous avons également présenté les différentes mesures que nous avons obtenues des différentes sources en essayant de voir les différentes études de 2012. Excusez-moi, je suis concerné par rapport au temps et j'espère avoir l'interaction avec les éditeurs. Et si je vous demande de pouvoir conclure, c'est ma dernière diapositive. Dans cette perspective, il s'agit ici donc d'avoir un cadre régulatoire de 2020 et nous espérons avoir et quels sont les services de technologie qui existent, les accès. Bien sûr, il y a des limites. Et les gens, bien sûr, voient le retour sur les investissements et quels sont également les résultats qui sont disponibles. Par rapport en perspective, pour avancer sur les discussions sur les TWS, nous essayons de voir l'accès aux services gouvernementaux pour les populations rurales. À vous. Merci. Il y a des questions posées?
spécialement adressé aux panélistes. Si on peut y répondre en même temps, ça nous économisera le temps. Nous avons le docteur Maurice Soignant, qui est le président de l'Alliance du spectre dynamique, qui est une alliance du secteur de fabricants, d'opérateurs, d'institutions de recherche, qui facilite l'accès au spectre partagé et à la partage aussi aux autorités de réglementation de la Colombie. Elle a donc une vraie expérience en termes de réglementation sur la manière de progresser. Bonjour Steve, bonjour à tous. Je suis Martin Suarez. Je voudrais simplement vous saluer. C'est un plaisir d'être parmi vous. Merci aux organisateurs, l'Union africaine, l'UIT et ISOC. Et je suis heureuse d'être parmi mes collègues panélistes pour partager cette session. Je vais prendre 7 à 8 minutes pour cette présentation et nous aurons donc du temps pour les questions-réponses. Pour nous passer à la diapositive suivante. Donc, je travaille avec l'Alliance du spectre dynamique, qui est une organisation transsectorielle mondiale, non lucrative, et nous promouvons l'utilisation du spectre efficace, partagé. C'est la manière que nous pensons être efficace pour l'inclusion, pour la connectivité pour tous. Nous pensons que l'utilisation du spectre a été un obstacle dans le passé et si nous pouvons enlever ces entraves de l'accès du spectre, je pense que la collectivité s'en ressentira de manière positive. Nous avons ici les membres de notre alliance et nous avons plusieurs acteurs des technologies, des fabricants, des organisations non lucratives. Nous nous concentrons surtout sur la connectivité. Toutes les technologies sont importantes pour cela. Je suis heureuse d'ailleurs de le partager. L'accès dynamique du spectre, parfois les gens pensent sont contre telle ou telle technologie. Toutes les technologies sont importantes, puisque aujourd'hui, il y a une fracture numérique importante. Donc, ceux qui n'ont pas la connectivité nécessaire, nous voulons qu'ils aient cela, nous voulons stimuler l'innovation, accélérer l'économie numérique. Donc, on m'a demandé de partager avec vous quelques idées sur l'utilisation du spectre partagé pour une meilleure connectivité. Pardon pour cette diapositive qui n'est pas la bonne taille. Donc, je vais prendre un exemple, celui de l'Afrique du Sud. Nous avons tenu un atelier avec CICR et je suis heureuse que le représentant de CICR vous ait présenté la fracture qui existe. Et c'est d'ailleurs un tableau qui existe dans notre pays. Beaucoup de régions sont peu connectées. Beaucoup de personnes n'ont pas toujours les opportunités pour accéder au débit. Et nous pensons que si nous sommes en mesure d'utiliser le spectre de manière efficiente, nous pouvons inclure beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'applications possibles. Avec la pandémie de Covid-19, nous utilisons beaucoup notre Wi-Fi à la maison et j'ai vu dans le chat que parfois, même nos participants n'ont pas une connexion stable en haut débit. Et c'est souvent le cas dans beaucoup de régions. Moi, je suis en Colombie, du côté de la campagne. Et la seule manière d'avoir une connexion fiable, c'est d'avoir une connexion à 5 GHz licenciée, dédiée. Et aujourd'hui, sans connectivité à haut débit, il est très difficile de participer aux travaux numériques. La fracture numérique va s'accroître
Et avec cette crise, j'espère que nous allons apprendre beaucoup et nous allons pouvoir comprendre que l'inclusion numérique n'est pas superflue, c'est quelque chose sur lequel nous devons nous concentrer. Nous avons écouté la présentation de CICR. Le projet de l'Afrique du Sud nous a été présenté, celui du Kenya aussi. Deux questions que j'ai vues lors de la présentation de Richard. Les espaces blancs de la télévision sont une technologie disponible. Il y a des cadres légaux qui se mettent en place dans plusieurs pays pour opérer avec ce spectre. Je voudrais parler de l'expérience de la Colombie. Nous avons commencé la mise en œuvre de cela avant que le switch soit terminé, avant même que la transition se fasse. Beaucoup de chaînes du spectre étaient disponibles mais pas utilisées. Il est important d'éclaircir cela. Les espaces blancs de la télévision ne veut pas dire que vous prenez les spectres des diffuseurs. Ça veut dire que vous utilisez des spectres qui ne sont pas utilisés, des espaces du spectre qui ne sont pas utilisés de manière secondaire. Si à un moment donné, une nouvelle chaîne de télévision apparaît, elle aura la priorité de pouvoir l'utiliser et la base de données l'utilise de manière dynamique. Donc, ce canal ne sera plus disponible pour utilisation. Comme je l'ai dit, en Colombie, nous avons mis en œuvre le cadre et avant même que la transition vers la télévision numérique ne soit terminée. Donc, nous savons qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision, ou je veux dire de canaux pour chaînes de télévision dans les zones rurales non utilisées, et c'est quelque chose qui est disponible. Et c'est indépendant d'ailleurs des normes. La Colombie est le seul pays d'ailleurs qui utilise le DVB-T, comme beaucoup de pays en Afrique. Il y a une transition vers le monde numérique, il y aura plus de chaînes encore. Et il y aura donc une utilisation encore plus efficiente du spectre à l'avenir. Si donc nous voulons combler les lacunes, nous devons comprendre qu'il faut agir de manière différente. Aujourd'hui, nous utilisons beaucoup de technologies lors des années précédentes, mais il y a encore des lacunes à combler. Et il faut donc réfléchir à de nouveaux systèmes intelligents, des nouvelles manières de procéder. Il y a les espaces blancs de la télévision, le Wi-Fi 6, qui est une nouvelle réglementation pour le Wi-Fi, le modèle DSS-A, que tu viens de présenter là. Nous pouvons aussi prendre en considération d'autres plateformes possibles. Nous devons donc être ouverts, être actifs et trouver de nouvelles solutions. Je voudrais aborder la fréquence à 6 GHz, mais il y a beaucoup de pays qui ont déjà adopté une réglementation. Les États-Unis sont les premiers, d'autres sont à citer tels que le Royaume-Uni et la Corée du Sud. L'Europe aussi s'est penchée sur un cadre de réglementation depuis plusieurs années. Donc, il nous faut réfléchir de manière innovante. Je parle aussi en 3 dimensions. Il y a d'autres opportunités pour une meilleure couverture. Il y a ces opportunités dans les situations d'urgence d'utiliser les ballons tels que celui que vous voyez. Un dernier point que je voudrais aborder, nous avons besoin d'intégrer beaucoup de parties prenantes, beaucoup d'acteurs. Si nous n'avons que quelques acteurs, ce ne sera pas suffisant. Je voudrais conclure parce que mes 8 minutes sont écoulées, mais simplement pour vous dire de suivre nos activités. Nous avons un sommet annuel, ce sera dans les premières semaines de novembre. Nous pensions le tenir à Paris
en présentiel, mais si ce n'est pas possible, nous pourrons le tenir aussi de cette manière, de manière virtuelle. Je vous remercie merci pour cette présentation excellente, Martha, et de vous avoir respecté le temps qui vous est imparti. Passons maintenant à notre prochain orateur, Su-Yun Tan, qui est de Ofcom. Ofcom, qui est un spécialiste de la réglementation, qui est pionnier d'ailleurs dans la réglementation en matière de spectre. L'un des premiers à avoir utilisé les espaces blancs de la télévision, et qui a aussi réfléchi sur l'accès au spectre de façon innovante. C'est à vous, Su-Yun Tan. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Bonjour Steve, ainsi que l'Union africaine ISOC, d'avoir organisé ce webinaire merveilleux aujourd'hui. J'interviens au nom de Sami London qui n'a pu se joindre à nous. C'est un honneur pour moi de partager avec vous un aperçu d'une initiative d'accréditation que nous avons mis en place au Royaume-Uni l'année dernière. Quelques mots de Ofcom, l'organisation. Nous cherchons des moyens à optimiser l'utilisation du spectre au Royaume-Uni pour le téléphone portable. Une priorité, c'est la couverture du téléphone portable sur tout le pays pour que le consommateur puisse tirer avantage de cette expérience, mais aussi pour qu'il y ait des avantages économiques à en tirer pour le pays. Sur l'autorisation en matière de spectre, il y a plusieurs mécanismes que nous avons mis en place, comme d'autres l'ont souligné. L'accréditation au niveau national et régional qui sont accordées, des licences qui sont accordées aussi de manière individuelle. C'est une approche d'ailleurs pour beaucoup de fréquences qui sont partagées, que ce soit plusieurs utilisateurs ou des utilisateurs groupés. C'est une approche que nous utilisons pour l'attribution des licences au niveau local. Des exemptions pour certains types d'utilisation sont accordées. Il y a aussi des licences attribuées pour une utilisation non commerciale. Tout récemment, en matière de réponse au Covid, il y a eu des licences attribuées pour la diffusion des médicaments. Donc, cela améliore la connectivité rurale et en termes de téléphone portable. Et nous avons aussi récemment ouvert des consultations pour ajouter des fréquences pour le Wi-Fi de 6 MHz. Et nous réfléchissons à l'ouvrir encore plus pour plus d'utilisation. Nous avons des obstacles pour la mise en marche, pour le marché. Nous avons dit, le spectre en est un. Et pour l'investissement, il faut s'assurer aussi qu'il y a suffisamment de spectre. Il faut pour cela améliorer l'écosystème, mais aussi l'infrastructure. Il y a beaucoup de défis dans les zones rurales. En tant que régulateur, nous devons réfléchir aussi sur les questions de marché. Vous voyez ici un schéma qui montre les fréquences que nous avons mis à disposition pour l'attribution de licences au niveau local. Et quelles sont les motivations pour l'avoir fait? Premièrement, nous reconnaissons qu'il y a un intérêt accru pour utiliser les technologies mobiles et la plupart, ce sont les opérateurs nationaux qui prennent la plus grande part du spectre. Il y a cependant de nouveaux types d'utilisateurs qui veulent utiliser le spectre du portable, mais ils n'ont pas besoin de licence nationale, simplement
des zones rurales et avec toute la fiabilité et la sécurité nécessaires, avec une couverture nécessaire dans les bâtiments, dans les zones rurales et dans les zones peu desservies. Alors, c'est aussi notre devoir d'améliorer l'innovation, l'investissement, mettre à disposition du spectre, c'est aussi enlever des obstacles pour cela. L'approche d'accréditation locale est une approche intéressante pour cela. C'est l'une des deux approches. C'est plusieurs manières de gérer le spectre. Le premier, c'est ce que nous appelons les licences pour l'accès partagé. C'est ce que vous voyez en vert ici. Ces fréquences sont mises à disposition pour 4G, 3G. Ce sont donc les utilisateurs existants de cette fréquence et un cadre de partage est mis en place pour que d'autres utilisateurs puissent les partager. La fréquence de 18 MHz, c'est ce que nous appelons le TEC. Nous avons aussi les 3,8 à 4.2. Voilà. Il y a ceux que nous avons attribués aussi pour les opérateurs nationaux. La plupart de ces fréquences sont pris en charge par les équipements et dès leur mise à disponibilité, ils peuvent être utilisés. Toutes ces fréquences, il y a les 24 GHz peuvent être utilisés par la 5G. Et nous assurons que les équipements le prennent bien en compte. Les 24.2 à 26,5 GHz, c'est la fréquence la plus basse. C'est la fréquence harmonisée pour la 5G. Il y a des utilisateurs existants, mais il y a des possibilités de les utiliser pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments. En relation avec cela, on peut parler aussi des licences attribuées au niveau local. C'est en violet, c'est les opérateurs nationaux, mais en rose, c'est ce qui a été préparé pour attribution par enchère. Ce sont dans des localités où les opérateurs nationaux ne les utilisent pas et ne voyaient pas d'utiliser. Je vais aborder cela dans la prochaine diapositive. Donc, sur la licence partagée, nous avons mis en place un cadre de partage avec nos objectifs. Premièrement, l'objectif de la facilité d'utilisation de l'utilisateur dans la localisation où il trouve, dans l'application qui leur convient. Le deuxième objectif, c'est que nous voulons avoir une qualité de service haut niveau. C'est donc une approche coordonnée avec l'utilisateur qui puisse opérer sans interférence avec les autres utilisateurs. Troisième objectif, c'est l'abordabilité, un accès peu onéreux qui permettrait d'avoir tout un ensemble d'utilisateurs. Donc, que l'entrée, le ticket d'entrée ne soit pas très élevé. On parle ici de 80 pounds pour une licence qui est renouvelable au niveau tous les ans. Et donc, vous pouvez le renouveler tant que vous le voulez. Dernière diapositive.
ce sont des spectres déjà attribués aux opérateurs nationaux. Ici, l'opérateur n'est pas toujours présent dans toutes les localités, tout spécialement dans les zones rurales. Donc, ce que nous voulons ici, c'est faciliter l'expérience utilisateur. Donc, si quelqu'un veut se déployer dans un spectre qui n'est pas utilisé par l'opérateur, mais n'a pas les moyens d'avoir une licence au niveau national, une discussion peut se tenir au niveau local avec l'opérateur national. Et s'il n'y a pas de prévision de déployer dans ces localités, on peut pour 3 ans trouver des moyens d'attribuer cette licence, ce qui permet à nos nouveaux utilisateurs d'avoir une visibilité et une flexibilité pour l'opérateur national. Mais c'est basé sur un accord entre l'opérateur et le nouvel utilisateur, mais selon d'ailleurs cet accord, on peut aller plus loin que 3 ans. Donc, c'est les deux approches qui sont complémentaires, avec toutes les autres autorisations qui sont en place. Nous voulons nous assurer que les spectres qui sont sur le marché permettent une connectivité abordable et qu'il y ait le plus d'utilisateurs possible qui utilisent ces fréquences. Donc, il y a un certain nombre de questions. Le statut en termes d'utilisation du spectre et l'applicabilité, leur applicabilité, en lien avec les licences d'accès partagé. Ce sont les licences avec peu de puissance et plus de puissance. Ça dépend aussi des conditions d'attribution. Nous coordonnons l'utilisation avec les utilisateurs existants pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence, mais l'utilisation vous permet d'utiliser cette licence selon les localités où vous êtes porté candidat pour cette licence. Pour la question de l'Afrique du Sud, je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre. Je verrai comment je peux vous répondre après avoir regardé. L'accès au niveau local pour la licence, c'est un accord entre l'utilisateur principal du spectre et un nouvel utilisateur qui conclut à un accord pour 3 ans au maximum. Et dans une situation où l'accord est pour une plus courte durée, et une discussion doit se tenir avec les opérateurs nationaux si c'est acceptable de les prolonger. Merci. Donc, je montrerai à cela. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous nous avez montré les différents réseaux qui sont accessibles. J'ai des questions, mais je n'ai pas le temps. Merci beaucoup à tous les présentateurs qui ont répondu également aux questions qui ont été posées dans la boîte chat de discussion. S'il y a d'autres questions, vous pourriez apporter des réponses plus tard. Notre dernier intervenant a beaucoup d'expérience avec toutes les institutions qui sont présentes là. Ofcom, ancien président de l'Alliance de Spectrum, et conseiller également avec plusieurs organes régulatoires. Bonjour à tous. Je vous remercie vraiment
pour m'avoir donné cette opportunité et merci également pour les présentations. Je vais juste quelques diapositives, 4 ou 5 diapositives à vous montrer. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe. Je vous montre donc le spectrum africain. Regardez un peu la carte d'Afrique, regardez les nombreux pays qui existent sur cette carte. Je crois que cela est bien visible. Regardez comment, vous voyez bien les 71 740 km² pour Sierra Leone, avec 1106 km². Mais vous voyez que vous avez un spectrum qui est très différent quand on compare les deux. Pas seulement en raison de la géographie, mais également par rapport à la densité de la population. Donc, il faut voir donc les densités qui existent dans les différents pays. Parfois, j'aime bien montrer ces diapositives parce que parfois, il y a certaines frustrations par rapport aux politiques liées aux politiques de spectrum. Vous voyez donc beaucoup de politiques africaines qui sont donc basées par rapport à ces densités. Il y a également un détail important par rapport aux différents pays existants sur l'Afrique. Plus de la moitié des pays africains de l'Afrique sous-saharienne manquent d'accès à l'électricité. Et il y a un ODD qui est lié à l'accès à l'électricité. Quand vous regardez l'Afrique, vous voyez très bien que les pays ont des zones rurales qui sont très importantes. Par exemple, quand on voit le Cameroun, qui dit qu'il y a beaucoup plus de zones urbaines que de zones rurales, parce que j'ai travaillé au Cameroun et je sais à quoi cela ressemble au Cameroun. Mais en général, l'Afrique donc dispose des zones rurales. Et nous devons nous rendre compte chaque matin que la population africaine est notamment rurale. Et ici, je reconnais vraiment les contributions des différentes organisations. Il faut avoir des priorités qui sont établies par rapport à ces prestations de services, notamment par rapport aux politiques de spectrum. Sinon, nous n'allons jamais aboutir à tous les objectifs de développement durable. Il faut d'abord donc fournir de l'énergie électrique. Nous devons également avoir il faut cartographier les différentes routes et les fibres. Parce que sans ces connexions et sans cartographie, il est très difficile de procéder. Si vous venez dans mon pays, les routes sont tellement mauvaises qu'il faut vraiment faire des efforts pour pouvoir établir ou fournir des services. Donc, il est très difficile de connecter des zones qui ne disposent pas des infrastructures qui sont adéquates et nous devons donc demander des services à l'étranger. L'autre point, c'est l'appropriation. Il faut s'approprier de ces services. Regardez la taille du continent. Il faut donc, au lieu d'aller demander des licences vers l'étranger, il faut voir s'il n'est pas possible d'avoir des licences au niveau local.
Il faut donc essayer de voir les différentes opportunités qui existent. Il faut donc essayer de disposer des différentes mégahertz pour pouvoir servir le continent. Il faut également voir du côté des régulateurs. Sont efficaces. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a des mégahertz dessous de 694. Nous devons accélérer le partage et la disponibilité de ces spectrums qui sont sans licence. Et nous devons avoir également des licences au niveau régional. Il faut avoir ces licences au niveau régional. Par exemple, vers de 700 jusqu'à 2300 MHz, il y a une demande qui est élevée. Et c'est là où on reconnaît les différentes organisations comme le défi de l'Union africaine et les autres organisations. Ils ont fait un travail qui est très important. Mais il faut avoir une certaine coordination. Et je suis très content de voir les différentes organisations maintenant et qui servent plus de 5-6 pays avec la Commission africaine également qui a démontré un partage de ce spectrum. Il faut qu'elle démontre la viabilité et la coordination dont on a besoin au niveau régional ou national. Il faut promouvoir des solutions innovantes. Et pour conclure, il faut donc il faut parler de l'innovation. Nous voyons que nous avons beaucoup de problèmes par rapport aux logistiques, aux communications. Il y a également le manque d'approvisionnement en eau et ainsi le manque d'infrastructures et d'électricité. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez également installer avec des panneaux solaires pour servir d'électricité à plus de personnes. C'est ainsi que nous pouvons avoir l'énergie dont on a besoin. Il s'agit ici d'une photo en Mauritanie. Donc, cela a permis de fournir l'électricité. Donc, il faut voir ces différentes innovations qui permettent de servir ce spectrum. L'idée, donc, c'est d'essayer d'avoir davantage de connectivité en utilisant ces différentes sources énergétiques. Il ne faut pas que les règlements également empêchent, mais plutôt utiliser les innovations. Merci. J'ai quelques questions pour les membres de ce panel. Et il y a également quelques questions qui sont posées dans la boîte de discussion. Un point que je n'ai pas entendu, notamment par rapport à l'espace TV
c'est la soutenabilité. Comment les données peuvent être maintenues? Et est-ce que cela va augmenter le coût ou est-ce que ça va ajouter une certaine complexité pour les utilisateurs pour pouvoir accéder à ces technologies TVWS? Je sais que Philippe Marnac a souvent que les bases de données sont essentielles quand le spectrum est trop, quand il y a beaucoup trop de trafic, mais sinon c'est pas recommandé. Et c'est ce qui a été mis en œuvre, notamment pour l'autorisation des licences. C'était un peu une provocation, plutôt qu'une question que vous pouvez répondre ou pas. Mon autre question, c'est ça fait beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps pour avoir des règlements. Il y a très peu de règlements qui ont réussi à mettre en œuvre ces règlements. Quels conseils pourriez-vous donner à ceux qui commencent à s'impliquer dans ces technologies? Quels conseils pourriez-vous donner aux autres organes régulatoires pour apprendre de vos expériences et essayer d'avancer beaucoup plus vite? Vous avez la parole. Si vous souhaitez prendre, vous pouvez répondre à une question qui est posée dans le... Qui souhaiterait? Martin? Merci, Steve. Je peux faire une remarque par rapport aux bases de données. Je pense que c'est une question très essentielle. Permettez-moi de partager l'expérience de la Colombie. Quand la Colombie a commencé à mettre en œuvre ses règlements de trajet, il y avait question de base de données. Bien sûr, l'idée, c'est d'avoir un système dynamique, mais maintenant, les solutions sont devenues de plus en plus abordables, ce qui est très bien. Mais à l'époque, c'était en 2017, on avait décidé de ne pas commencer avec les bases de données. Donc, la décision en Colombie, c'était de commencer avec une configuration, entre guillemets, manuelle. C'était la solution qui a été adoptée parce qu'on ne s'attendait pas au début d'avoir un nombre important d'appareils. Mais nous avons souhaité commencer cela pour le commerce. Parce que pour avoir des investissements, il faut avoir des moyens ou des voies pour que ces investissements puissent venir. Donc, l'idée, c'est que le gouvernement donne l'accès à ce spectrum, qui est une ressource de haute valeur. Ensuite, les investissements privés développent les réseaux. Et quand nous avons commencé avec cette configuration manuelle, c'est parce qu'il y avait des informations qui sont adéquates ou disponibles. Mais en même temps, il y avait un processus parallèle quand on a travaillé avec l'université en Colombie qui déployait une base de données. Donc, ce qui nous a permis d'explorer à l'époque, c'est de voir qu'il y avait des intérêts, qu'il y avait des projets qui avaient lieu en même temps et que les bases de données n'étaient pas un obstacle. Donc, un élément clé pour l'organe régulateur, quand vous n'avez jamais mis en œuvre un système dynamique, c'est que vous êtes préoccupé pour savoir qui va gérer, comment cela va marcher, qui va s'en occuper s'il y a des problèmes. Donc, je pense qu'il y avait une approche sécuritaire, travailler avec un système parallèle et en même temps d'ouvrir des opportunités pour de nouveaux marchés. C'est ainsi que nous avons procédé. Bien sûr, s'il est possible pour un régulateur, pour un pays X, de mettre en œuvre une base de données, c'est parfait, c'est l'idéal. Mais il faut également avoir des projets pilotes, travailler avec d'autres pays pour ne pas contrôler seulement à partir d'un pays, mais d'avoir une gestion au sein de la même frontière. Ce sera ma vision. Bon, mais cela vraiment dépend du contexte local. Il faut s'assurer à comprendre la situation. Il n'y a pas une solution magique. Merci, Martha. Merci, Martha a bien répondu à cette question. Et je pense que l'expérience de la Colombie montre bien comment on peut intégrer en commençant par une configuration manuelle et pour passer ensuite vers une configuration dynamique.
Et le problème qui s'est posé, c'était le nombre important d'appareils qui étaient connectés. Et c'est ainsi, donc, pour le continent. Ça ne doit pas être une excuse pour ne pas passer vers une autre étape. Steve, si vous pouvez donc revenir peut-être à notre diapositive pour répondre à la question. Peut-être, je pense que nous n'allons pas avoir le temps, donc allez-y rapidement. Donc, nous devons vraiment procéder à procéder des licences au niveau régional. Par exemple, vers 2300 MHz passé. Et deuxièmement, et nous devons vraiment penser à s'adapter. Il faut s'adapter et l'utiliser et avoir une approche critique et utiliser et partager ce processus de licenciement, de licence, pardon. Donc, il faut avoir des licences sur le continent pour une utilisation efficace des différents spectrums sur le continent. Utilisez-le et partagez-le. C'est le conseil que je pourrais donner en réponse. Merci. Merci. Effectivement, il faut souligner cela, cette possibilité de partager, utiliser ou partager. Sans cela, on ne peut commencer à travailler en tant qu'autorité de réglementation. Nous avons des demandes de parole. Howard, est-ce que vous pouvez donner la parole à ceux qui demandent la parole? Nous avons Mélanie qui a demandé la parole. Mélanie, nous entendez-vous? Nous avons ensuite Abdou Kari Aloyed qui a demandé la parole. Merci beaucoup, Howard. J'ai un commentaire et une question. Je voudrais faire une observation. Je voudrais d'abord dire le contexte. Je suis Abdou Karim Oloili et je suis assistant professeur sur la communication sans fil. J'ai beaucoup travaillé sur la connectivité rurale, l'accès dynamique du spectre, mais aussi l'occupation du spectre. Je voudrais faire une observation sur le fait qu'il faut faire attention à certaines choses pour ne pas causer de confusion auprès des autorités de réglementation, tout spécialement les espaces blancs de la télévision. Pour la collectivité rurale, je ne suis pas sûr que les espaces blancs de la télévision soient la solution. Nous avons fait plusieurs mesures en Afrique et nous avons vu dans les zones rurales, il y a une abondance de spectres radio qui sont là. Les espaces blancs de la télévision sont là aussi, mais vous avez beaucoup plus de fréquences radio disponibles. Donc, pour ne pas causer de confusion auprès des régulateurs, faire très attention. Je comprends ce que les espaces blancs de la télévision peuvent apporter, mais en termes de connectivité rurale, la radiofréquence est, je pense, importante à utiliser. Ensuite, dans les zones densément peuplées, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de population densément présente dans les zones rurales? Ce sont les chiffres qui intéressent les opérateurs. Bien sûr, l'accès partagé est une bonne chose, je suis d'accord, mais si la zone est densément peuplée, pourquoi ça n'intéresse pas les opérateurs? Merci pour ces observations. Effectivement,
les espaces blancs de la télévision ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas suffisants et je pense que tout le monde a plus ou moins fait allusion au fait qu'il faut aller vers le partage d'autres fréquences. Nous avons Raj Bandari. Merci. Merci pour ces informations qui viennent d'être diffusées. J'ai mis en place un fonds pour le développement de la télécommunication rurale. Ça fait 4 ans. Et je suis intéressé par comment accroître la vitesse du haut débit dans les zones rurales au Népal. 65% de la population vit en zone rurale au Népal et je suis très intéressé par les informations que vous venez de mettre à disposition. Et j'aimerais savoir j'aimerais demander d'autres informations pour pouvoir répliquer ces initiatives au Népal. Nous avons Peter Dissimiri. Peter, c'est à vous. Peter, vous pouvez intervenir maintenant. Il faut simplement que vous activiez votre micro. Nous avons Chapera Tabelkoro qui va faire une toute dernière observation et nous allons passer la parole à nos orateurs parce que nous allons bientôt terminer notre session. Merci Steve. Merci, les exposés étaient très bons et je voudrais simplement faire un commentaire. En Tanzanie, j'ai travaillé sur les espaces blancs de la télé et cela s'est révélé pertinent pour la connectivité et je voulais demander qu'il faut utiliser des technologies pour une meilleure utilisation de l'espace blanc de télévision. Mais à part cela, j'ai bien apprécié la présentation. Merci, Dr. Cora. Nous avons quelques minutes. Merci aux exposants de faire simplement une déclaration de clôture. Je vais commencer par H. Deux observations rapides. C'est ce que nous voulons entendre. Comme Mokhtar l'a dit, la politique subsaharienne de gestion du spectre n'est pas très compétitive. Le spectre est dans les mains de quelques personnes et cela prévient l'entrée de nouveaux acteurs. Et ce n'est pas une utilisation optimale du spectre. Il faut vraiment s'écarter de cela. Il faut permettre à d'autres acteurs d'utiliser le spectre, plus de compétition, plus de nouveaux acteurs et utilisation de plus de spectre. Ensuite, une question économique. Et là, la seule façon où nous pouvons partager le spectre, c'est si nous avons une bonne coordination. Nous avons un échec à ce niveau. Nous avons de gros acteurs qui interviennent. Et il faut agréger la demande et utiliser la coordination dans des organisations telles que l'Union africaine et la Fondation Mozilla pour atteindre une échelle de la demande pour que ce soit intéressant au niveau économique. Je voudrais dire au prochain exposant d'être très rapide. Merci d'être succinct. Merci Steve. Je vais simplement
commencer par éclaircir un point. Qu'est-ce que je veux dire par zone rurale densément peuplée? Ce n'est pas une ville, mais vous pouvez avoir une zone rurale où il y a des habitations rurales disséminées. Dans le cas de l'Afrique du Sud, euh, nous avons beaucoup de zones où hum, il y a des installations d'habitation, mais disséminées, mais denses. Et là, vous avez une connexion difficile et la topologie de la zone fait en sorte que les opérateurs ne les couvrent pas. Il y a encore beaucoup de zones géographiques qui ont besoin d'être couvertes par d'autres technologies. Et ce que je voulais dire par mon intervention, c'est que les zones rurales ne sont pas toutes les mêmes. Ce n'est pas toujours vrai que les zones rurales ne sont pas peuplées, peuvent être densément peuplées. Une autre question qui attire mon attention, c'est le principe de utiliser ou partager. C'est effectivement, si les autorités de réglementation peuvent prendre à leur compte ce principe et que les organisations SA2, la Commission de l'Union africaine, Smart Africa, pouvaient promouvoir cette approche coordonnée, on pourrait arriver à de nouvelles manières de gérer, de réglementer l'utilisation du spectre. À partir de là, nous pouvons alors réfléchir à des réglementations de type collaborative dans l'utilisation du spectre. C'est sur ce principe, utiliser le spectre ou partager-le. Merci, merci à vous, Espany, Léna. Merci. Il y a ici une opportunité, je dirais, pour vraiment libérer le potentiel des zones rurales en tant que modèle d'affaires. Ce modèle d'utiliser et pas ou partager a le potentiel vraiment de libérer le potentiel des zones rurales qui peuvent même être intéressantes que les zones urbaines. Martha, merci à vous, merci Steve. Deux messages de clôture. Nous n'avons pas eu le temps de parler du Wi-Fi et de son évolution. Nous serons heureux d'en discuter plus avant. Vous pouvez me contacter et il faut vraiment se pencher sur ces questions. Deuxièmement, c'est une invitation pour les autorités de réglementation qui sont parmi nous. Il y a une étape simple avant de mettre en œuvre le spectre dynamique, c'est d'avoir une information à jour. Tout effort que font ces autorités pour organiser l'information sur ceux qui ont pris des licences, l'utilisation du spectre de ces licenciés, c'est très important. Lorsque vous avez un tableau clair sur l'occupation du spectre, alors vous pouvez passer à l'étape suivante. Je vous remercie pour cette opportunité. Sue, êtes-vous parmi nous? C'était très intéressant. Une question à laquelle je voudrais répondre par rapport aux autorités de réglementation de notre expérience. Les pays ont besoin de différentes approches selon leur situation dans laquelle elles se trouvent. Il y a plusieurs cadres réglementaires qui peuvent s'appliquer dans tel ou tel contexte. Partage d'informations qui permet à vos utilisateurs de rapidement évoluer. Sur la base de données, par exemple, les bases de données, cela nous a permis de résoudre certains problèmes. Dans ma présentation, je fais aussi un lien sur une initiative que nous avons mis en place. Si vous avez des questions par rapport à ces initiatives qui se trouvent dans ma diapositive, je suis disponible pour répondre à vos questions. Vous pouvez me contacter. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour Mokhtar et Dali.
Merci Steve, merci à tous. Comme je l'ai dit au départ, j'ai pensé que cette session sera très instructive, très édifiante. Je ne vais pas conclure sur les conclusions. On ne fait pas le résumé des résumés, mais simplement pour dire que ce qui m'a vraiment frappé, euh, c'est que c'est vital et nécessaire pour nous tous d'adopter une gestion du spectre en lien avec le marché, avec les technologies, que ce soit en matière d'utilisation des espaces de la télévision, du Wi-Fi. Il faut prendre cela vraiment en compte lors de la gestion du spectre pour accroître la connectivité sur le. J'ai été très heureux de voir le nombre de participants. À un moment donné, nous étions à 246 participants, qui est le double, 2 fois et demi ce que nous avions. Nous avions 136 auparavant. Donc, je veux d'ailleurs souligner que nous avons toujours 192 participants, ce qui est très bon. Nous évoluons de manière positive et je pense, lors de la session de juillet sur la sécurité, et je pense que nous aurons encore plus de participants qu'aujourd'hui. Mais la session de Spectre a été vraiment la plus intéressante. Merci beaucoup à tous. Merci pour les organisateurs, l'Union africaine, ISOC, Mozilla, l'Union de télécommunications africaine. Merci à tous pour cette participation vivante, est-ce que ce soit dans les discussions ou dans la salle de chat. Et je voudrais donc vous dire au revoir et merci et prenez soin de vous. Merci d'avoir pris votre temps malgré votre agenda chargé. Merci beaucoup à tous. Au revoir à tous.